et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur Helter Skelter, et mes cultistes sont... Laurent Vachaud, la famille et le podcast sont sacrés. Philippe Sedbon, j'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes pour faire plaisir à Quentin. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur « Il était une fois à Hollywood » sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour partir en 1969, année érotique, et parler avec vous de Once Upon a Time in Hollywood, 2019, réalisé par Quentin, non pas de Montargis, mais Tarantino. 2019, année dominée au box-office par Le Roi Lion et Avengers Endgame. Cette année voit également certainement naître un influenceur Instagram et TikTok quelconque et s'éteindre deux géants de l'acting, Bruno Gans et Jean-Pierre Mariel. Morlock. Pour l'heure, laissons sans plus tarder la parole à Brad Sedbon, la doublure cascade de Leonardo Di Vacho, qui nous résume le film en quelques mots. Le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Alors, c'est l'histoire d'un comédien un peu has-been, un peu peut-être pas très bon acteur dans les années 60 à Hollywood, comme tu le disais, accompagné perpétuellement de son cascadeur, homme à tout faire, Boniche, qui est peut-être plus talentueux et beau que lui, mais c'est une autre question. Et ces deux garçons vivent des aventures, ils croisent des célébrités, ils ont des gros doutes existentiels, ils croisent la famille Manson, bref, ils vivent leur époque. Et ils vivent tellement leur époque qu'ils vont décider de changer l'issue d'un drame qui a frappé l'époque et qui a frappé tout le monde aux USA jusqu'à aujourd'hui. Bravo mon petit Brad. Et maintenant c'est à Leonardo Di Vacho de nous raconter la genèse du 9e et peut-être avant-dernier film de Quentin Tarantino. Il ne s'est pas vraiment exprimé, Tarantino. C'est souvent un type qui prend des notes au fil des années comme ça sur des sujets. Il écrit ça dans des gros cahiers au stylo feutre. C'est-à-dire qu'il a un espèce de rituel et il remplit des cahiers comme ça, des fois avec des idées d'histoire et même carrément commence des scénarios. Et il voulait vraiment, à une époque, il avait annoncé qu'il voulait faire un film sur la période en fait qui précédait le nouvel Hollywood. Et on avait cru que c'était un documentaire en fait, qu'il allait faire un film sur le Hollywood des années 69 jusqu'à 75 à peu près. Et en fait, non, parce qu'il revoyait tous les films de 1969-1970 à peu près, quoi. Ouais. Et en fait, c'était pour se préparer aussi à ce film-là, c'est-à-dire à écrire un film et à réaliser un film qui se passerait pendant cette période qui, en gros, précède Easy Rider, quoi. C'est-à-dire, c'est juste le moment où Easy Rider sort, en fait. Hein. D'accord. C'est juste avant. Dans le film, je crois qu'Easy Rider n'est pas sorti encore. C'est les tout débuts du nouvel Hollywood, quoi. Voilà, Easy Rider est sorti en 69 et c'est généralement le film qui marque le début du nouvel Hollywood. Il y en a qui le situent un peu déjà vers Bonnie and Clyde l'année en 67, je crois, Bonnie and Clyde. C'est ça, ouais. Et mais disons que c'est cette période-là qui l'a toujours intéressé sur le plan cinéphile parce qu'il est quand même très branché Nouvelle Hollywood. Et il voulait en fait montrer ça, pas du tout en racontant un biopic d'un metteur en scène connu et tout. Il voulait, en fait, comme le procédé de ce qu'on appelle Rosencrantz et Guildenstern, c'est-à-dire, vous savez, Bien sûr. cette pièce de Tom Stoppard qui s'attache en fait à des halbardiers, enfin à des gens, des personnages d'arrière-plan d'une pièce de Shakespeare, plutôt que des personnages de premier plan. C'est-à-dire, ça se borne à raconter la grande histoire, mais par la petite, quoi. C'est ça. Et donc, c'est pour moi l'idée de génie du film. Bon, après, je dis pas que le film est génial, attention. Mais je trouve que l'idée était formidable. C'est-à-dire de se dire, on va raconter cette période clé avec tous les drames, notamment le drame qui est l'assassinat de Sharon Tate et de ses amis dans la maison de Cielo Drive, puisque ça, c'est le drame qui, en gros, symbolise un peu la fin des années 60 et puis de l'âge d'or, un peu, avec l'espèce de gueule de bois qui commence après, exactement, avec tout ce qui va suivre dans les années 70. On situe généralement la fin de l'innocence hollywoodienne vers 1969. La fin de l'été de l'amour. Voilà. Avec tous les hippies qui avaient l'air au contraire de gens extrêmement décontractés, cool et tout, qui sont devenus très inquiétants tout d'un coup, et ça a déclenché à Hollywood une espèce de parano où tous les acteurs ont commencé à s'équiper de caméras de surveillance, parce qu'avant les gens dormaient la porte ouverte, c'était complètement cool, et ça a vraiment complètement changé la donne. Donc ça, c'était intéressant de prendre ce drame-là que tout le monde connaît, enfin j'imagine,
Il y a peut-être les très jeunes qui n'étaient pas au courant, mais disons que voilà, d'imaginer la trajectoire de deux compères, dont un est un has-been, qui est joué par Leonardo DiCaprio, qui était une vedette dans les années 60, et puis qui maintenant fait un espèce de feuilleton western un peu loose, et qui même après va être obligé de jouer des seconds rôles dans des séries établies où il fait le méchant, ce qui est quand même le comble de la décadence pour un acteur. Il y a une scène assez marrante avec l'agent qui est joué par Al Pacino qui lui explique en gros qu'il est un has-been parce que il joue le méchant dans des séries avec Robert Conrad ou avec et l'autre est quand même très déprimé, et il va se retrouver à faire des westerns italiens en Europe, ce qui pour lui est le comble de la déchéance. Et donc, il y a son sidekick, qui est joué par Brad Pitt, et qui est son... Et donc, ce tandem-là était vraiment une idée qui, moi, je trouve, était excellente. Après, moi, je trouve que le film est très inégal. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre absolu, que c'est plein de mélancolie. Donc, moi, je trouve qu'il y a de très beaux passages, mais je trouve qu'il y en a aussi vraiment des pas terribles et très longs. Je suis très d'accord avec toi. Philippe, toi, tu es plutôt dans la catégorie des gens qui adorent ce film, non ? Oui, sans être... Je me roule pas par terre, mais je trouve d'abord que c'est son meilleur film. Ouais. Et ensuite, c'est le premier que j'ai regardé avec un truc qu'il n'avait jamais avant, c'est l'émotion. Ah ouais. Non, moi, pas du tout. Non, moi non plus. Moi, je suis plutôt du côté de Laurent Waingro, Vachaud. Et c'est vrai que au départ, il y a un roman, je crois, sur lequel il travaille pendant 5 ans, et ensuite il songe à le faire comme une pièce de théâtre en un acte. Non, je crois qu'il a écrit le roman, ou alors il écrivait les deux en même temps, mais le roman est sorti bien après le film. C'est ça, mais il a commencé comme un roman au départ, et ensuite comme une pièce de théâtre en un acte. Je trouve un petit peu prétentieux, et en fait, l'idée apparemment aurait germé au moment de Death Proof, qui est son segment du film Grindhouse, que j'aime pas du tout. Et dans lequel il y avait déjà un personnage de cascadeur qu'on retrouve dans ce Tarantino-verse qui est joué par Kurt Russell, et c'était insupportable de bavardage à mon avis, c'était des pieds et du bavardage. Non mais moi je trouve qu'on voit dans ce film-là, toute proportion gardée, parce que ça reste quand même un bon film, quand tu vois les films qui sortent toute l'année, c'est quand même très au-dessus, mais je trouve que Tarantino, avec le talent qu'il a et même le génie qu'il a, parce que quand tu vois les premiers films qu'il fait, c'est quand même très impressionnant. Reservoir Dogs, Pulp Fiction, il invente quelque chose, il y a carrément un Tarantino Land, t'as l'impression que c'est pas la réalité, c'est un espèce de monde où les gens ont des codes, où parlent d'une manière bien précise, avec des histoires qui ont une forme bien précise. Donc il a réussi à imposer ça et même à faire que plein de gens l'imitent après. C'est quand même pas rien. C'est assez mauvais en général, les sous Tarantino. Alors, je trouve que depuis 1992 et ses débuts très impressionnants, en fait, il refait un peu toujours le même film. C'est très rare. Il y a Jackie Brown qui était un petit peu différent. Bizarrement, moi, c'est un que j'aime le moins. J'aime beaucoup les scènes entre Pam Grier et Robert Forster. J'aime pas tellement le reste. Ouais. Mais disons que je trouve qu'il a pas évolué. C'est-à-dire que c'est un type qui fait toujours un peu les films dans le même univers. Ses histoires de western italien, son obsession pour le western italien, moi, ça me fait chier. C'est-à-dire depuis celui que j'aime le moins. Salopard et tout ça. Là, il nous resserre des trucs avec des scènes qui n'en finissent pas sur de tournage de son feuilleton à la con là. C'est vraiment, moi je trouve complaisant. C'est-à-dire je suis d'accord. Sans qu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas un mec derrière qui dit Quentin, là, machin, ça tu l'as déjà fait. Beaucoup de drogue. Il te resserre. On peut aimer la fameuse scène où finalement il montre pas le meurtre de Sharon Tate. Il détourne ça avec les mecs qui se sont trompés. Ils sont allés chez Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. C'est plutôt drôle. Sauf que ça, il l'a déjà fait dans Inglourious Basterds quelque part. Ce révisionnisme. Ouais. Toi, tu aimes pas beaucoup Inglourious Basterds, Philippe, je crois. Si, j'aime bien, mais je trouvais la fin, par contre, cette fin fictionnelle, c'est Hitler qui se fait descendre dans un cinéma à Paris. Ouais. Là, j'ai trouvé ridicule et j'ai pas compris le message. Alors que là, je comprends parfaitement le message dans celui-là. Enfin, on va parler de la fin tout à l'heure, effectivement. Non, mais on peut trouver que c'est... Moi, j'aime beaucoup la dernière scène de Once Upon a Time in Hollywood, celle au portail. Là, je trouve qu'il y a une vraie émotion, il y a quelque chose de très fort qui passe. J'aime moins Enfin, je suis moins surpris parce que moi, connaissant Tarantino, en voyant le film, quand tu vois Bruce Lee, tout ça, je me suis dit, bon, les mecs, si ça se trouve, soit ils vont aller dans la maison de Cielo Drive sauver Sharon Tate. J'avais pas pensé que les mecs se gouraient de maison. Et mais moi, je trouve qu'il y a un problème de ton, effectivement. C'est-à-dire que j'aurais préféré que ce soit complètement loufoque. C'est-à-dire qu'effectivement, ils partent avec Bruce Lee contre Charles Manson, tout d'un coup un truc très Grindhouse, moi je pensais à ça. Alors que là on a deux nigauds contre la famille Manson à la fin, avec dont un des deux qui est sous acide, et tout d'un coup ils te demandent un changement de ton radical où on a une émotion qui arrive. Tu vois, je trouve que c'est pas mérité. Moi. Je suis pas d'accord du tout parce que je trouve que cette idée, tu sais, ça commence dans la scène où il tourne une série télé où il joue le méchant. Et il se plante complètement, il est mauvais, etc. Et après il se concentre. Et il revient et il devient fabuleux. Et la petite fille surdouée, qui est une espèce de Jodie Foster, qui est une espèce de petite Jodie Foster. Très belle scène avec quand la scène est finie, elle vient lui dire «
Je n'ai jamais vu une scène aussi bien jouée de ma vie. Et je pense qu'à partir de là, c'est le fantasme du personnage de Caprio. C'est-à-dire, il aimerait que la réalité soit comme ça. C'est intéressant, mais il y a des gens qui disent que c'est à partir du moment où Brad Pitt fume sa cigarette d'acide que toute la fin est au contraire le fantasme de Brad Pitt d'un mec sous acide. Moi, je crois que c'est pas un fantasme. C'est-à-dire, il décide tout d'un coup ça bascule dans une réalité alternative. Mais c'est par le prisme des deux personnages qui tout d'un coup rêvent de ça. D'ailleurs, la façon dont ils éliminent les gens de Manson, c'est de la série Z Ninja, tu vois ce que je veux dire? C'est les lance-flammes, les machins et tout. Donc c'est vraiment leur fantasme d'imbécile. Et la séquence de Bruce Lee, justement, qui a été très, très critiquée, en particulier par la famille de Bruce Lee, qui est le moment où Brad Pitt pète la gueule de Bruce Lee. Est-ce que c'est dans la tête de Brad Pitt? Parce qu'on voit, il commence à rêver sur le toit. Moi, je crois pas. Vous y voyez une dimension mentale. Moi, pas du tout. Pour moi, Tarantino est un mec qui tout d'un coup se dit voilà, j'ai le pouvoir de changer le monde, j'ai le pouvoir de changer le cours de l'histoire parce que je suis dans un monde fictionnel, je suis dans mon monde à moi. Je refuse c'est un cinéma qui refuse la réalité quelque part depuis le début. Je suis d'accord. Donc là, quelque part, il refuse ce qu'il veut pas voir. Bon, puis quand tu vois le film, tu vois quand même le ton du film. Tu t'imagines mal qu'il montre les meurtres de Sharon Tate. Tu te dis ça foutrait tout le film en l'air, ça changerait tellement le ton que tu te dis que justement c'est ça qui t'intéresse, même si tu t'en doutes. Imaginons un spectateur qui anticipe pas les choses. T'es intéressé parce que tu te dis mais quand on va arriver à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, mais pour moi, la meilleure scène du film, c'est la scène où Brad Pitt visite le ranch Span et arrive avec cette famille Manson qui sont comme des zombies, c'est des profanateurs de sépulture. Et on a peur, c'est un western, c'est un film d'horreur. Mais il se passe rien. Mais c'est magnifiquement filmé et Brad Pitt est très très bon acteur. Non, moi j'aime beaucoup la scène jusqu'à ce qu'il arrive dans la maison. Je trouve après la scène où il parle à Bruce Dern qui a Alzheimer, machin, et puis quand il repart et qui casse la gueule au mec, ça j'aime moins. Mais tout le début, quand tu le vois arriver, que tu le vois la distance jusqu'à la maison qui ressemble à la maison de Psychose, un peu cette espèce de maison, avec la fille dans cette espèce de salon. Il y a un côté massacre à la tronçonneuse aussi. Et puis tu sais pas trop, elle veut pas qu'il aille voir Bruce Dern, donc il y a un vrai mystère, tu sais pas si le mec est mort, tu sais pas. Puis finalement, bon, le mec est juste là, c'est un vieux gaga qui est là et qui a perdu la boule, et on voit vaguement que les autres l'exploitent. Bon. Mais je trouve que ça fait retomber un peu le soufflet, quoi. Moi, j'ai bien aimé cette scène, et on peut dire brièvement, avant qu'on arrive au casting du film dont Philippe va nous parler, que c'est un rôle, celui de Bruce Dern, qui est le rôle de Span, donc qui tient le ranch, qui devait être joué par Burt Reynolds. Et l'ombre de Burt Reynolds plane à travers le film, parce que c'est un petit peu aussi bien la relation entre Al Nidab et Burt Reynolds. Moi, ce que j'ai vu dans ce film-là, donc ça parle bien sûr d'un moment très célèbre de la vie de Roman Polanski, même si lui, on le voit pas beaucoup. C'est le meurtre de sa femme, puisqu'il y a des gens maintenant qui connaissent surtout Polanski par tous les détails de sa vie, que ce soit les scandales sexuels ou la mort de sa femme. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que je pense que cette nostalgie aussi pour ce cinéma-là, un cinéma des années 70, où justement il y avait une vraie liberté, il y avait un vrai ton iconoclaste, tu pouvais être très noir, contrairement à aujourd'hui. Il y a une nostalgie aussi pour les metteurs en scène qui avaient un vécu, c'est-à-dire quelque chose, la vie de Polanski, je crois, fascine, c'est-à-dire cette espèce de type qui a été frappé par des tragédies comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, et bon, des mecs comme Tarantino, si tu veux, c'est des gars qui n'ont pas de vie, en fait, c'est des gars qui ne vivent que dans le cinéma, si tu veux. Et là, il y a une espèce, moi j'ai lu quand même entre les lignes, une espèce de fascination comme ça pour une époque où des gars pouvaient avoir été marqués par des tragédies aussi grandes, et puis Polanski trimballait aussi la tragédie de la guerre, c'est-à-dire que il y a quand même, moi je trouve, une nostalgie aussi pour des gens comme ça qui étaient frappés par des trucs vraiment qu'aujourd'hui, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de tragédie aujourd'hui, mais j'y voyais un truc un peu comme ça, c'est-à-dire c'est une vraie lettre quand même, une lettre nostalgique au passé un peu, quoi. Tarantino avait pris la défense de Polanski au Howard Stern Show. Il s'était excusé par la suite parce que toute l'Amérique s'était retournée contre lui, mais il a toujours fasciné, il a toujours fantasmé sur Polanski. Et je pense que là, je suis pas sûr que Polanski soit très heureux de ce film-là. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Vas-y, dis-le avec sa voix. Non. Je pense qu'il aurait pas voulu répondre parce qu'il s'exprime très rarement sur les films des autres, surtout quand c'est pour dire quelque chose de négatif. Mais je pense pas que leur relation soit au mieux maintenant, parce que Polanski dans le film passe quand même un peu pour un type, pas très reluisant. Tout le passage dans la Playboy Mansion où on voit le Steve McQueen qui parle de lui comme d'un espèce de Polac. Le mec qui c'est surtout sur J. Sebring qui est très amoureux de Sharon Tate, et l'autre est vraiment décrit comme un peu de type déplaisant comme ça qui va un jour
déconner parce qu'il va la tromper. Enfin, c'est pas très valorisant. Hein. Alors après, bon, peut-être que ça reflète une réalité, j'en sais rien. Hein, mais disons que Polanski apparaît presque pas dans le film. Hein. C'est une sorte de silhouette. Heureusement, parce qu'il est assez mal casté. Je trouve que le type lui ressemble pas beaucoup. Non, et puis bon, c'est aussi le point de vue des Brad Pitt et de... Bah justement, parlons-en un petit peu, parce qu'effectivement, au départ, DiCaprio voulait le rôle que joue Brad Pitt, parce qu'il s'est rendu compte peut-être sur le papier qu'il était plus intéressant. Quoiqu'à mon avis, les deux sont assez exceptionnels à la manière d'un Paul Newman, Robert Redford moderne. C'est ce que voulait faire un petit peu Tarantino dans l'hommage au film des années 70. Et DiCaprio le personnage est inspiré de Steve McQueen, bien sûr. Non, de Burt Reynolds, parce que tu sais... Mais aussi Steve McQueen, puisqu'il remplace Steve McQueen dans La Grande Évasion. Oui, c'est vrai, Ouais. à part que c'est un fantasme, ça aussi, puisqu'il ne l'a pas remplacé. Non. Mais il y a un truc que personne ne sait, je pense, à part moi, c'est que dans le feuilleton, tu sais, où on le voit, il regarde avec Brad Pitt chez lui. Bah, c'est un feuilleton de Burt Reynolds. Ouais, FBI. La guest de l'épisode était Burt Reynolds. C'est ça, je l'ai vu, sur YouTube. Ouais. Ah, c'est fantastique. Mais le personnage de Brad Pitt, lui, est basé sur un type qui s'appelle... Il y avait Tom Laughlin de Billy Jack, j'ai lu. Il y avait Gene Lebel. Tu vois qui c'est, Gene Lebel, Laurent ? Non. Gene Lebel, c'était un mec qui faisait des arts martiaux, c'était un cascadeur très célèbre. C'était une époque où ces cascadeurs étaient mythologiques, ces mecs Et il paraît qu'effectivement Bruce Lee était assez arrogant, en particulier sur le plateau du Frelon Vert avec les autres cascadeurs. Mais c'est vrai que sa fille en particulier n'ont pas du tout aimé le fait que Brad Pitt pète la gueule de Bruce Lee. On peut le comprendre, il est quand même assez ridicule. Non, mais c'est inspiré d'un truc réel, je crois. Il y a un vrai cascadeur qui s'était battu avec Bruce Lee. Après, je sais pas si le mec avait foutu une branlée à Bruce Lee. Parce qu'on imagine Brad Pitt dans la vie contre Bruce Lee, c'est lui qui en aurait pris plein la gueule plutôt. Si Bon, après, moi, je sais pas, bon, ça c'est vrai que quand tu parles de personnages qui ont existé dans un film, ça peut toujours froisser les gens de la famille, c'est sûr. Ouais. Mais moi, ça m'a plutôt fait marrer. Enfin, Il y a un côté très enfantin, tu sais, quand les gosses disent, à ton avis, si Superman se bat avec Batman, c'est qui va gagner, tu vois. Ouais, mais moi, je suis tellement fan de Bruce Lee que je l'ai pris comme un affront. Bah, parce que Bruce Lee a l'air d'un connard prétentieux. Quoi. Et c'est le deuxième affront, parce qu'il avait déjà habillé Uma Thurman comme Bruce Lee dans le jeu de la mort, et ça, j'avais pas supporté. Ouais, tu as fait une dépression grave. nerveuse. Oui, mais des mois. moi, ce que je trouve, c'est que le personnage de Brad Pitt est aussi quand même extrêmement montré comme un mec qui a peut-être tué sa femme, tu vois. Enfin, c'est pas, il n'est pas montré comme un Superman irréprochable. Tu vois à un moment quand ça aussi, c'est basé sur un vrai cascadeur qui avait peut-être tué sa femme. Oui, mais tu le vois quand il arrive dans la famille Manson, tu sens qu'il en faudrait pas beaucoup pour qu'il tombe du côté de ces gens-là aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Le personnage est ambigu et comme Brad Pitt a l'air d'un mec très sympa, très beau, machin, ça renforce le côté où tu te dis que ces mecs, en fait, il en fallait peu pour qu'ils basculent d'un côté ou d'un autre. Mais c'est inspiré de... Enfin, je veux dire, je crois pas que ce soit seulement Burt Reynolds. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs américains, des stars, qui avaient tous un mec à tout faire, comme ça, qui leur servait de doublure. Par exemple, Ryan O'Neal avait un mec qui s'appelait Greg Odell, qui lui servait de doublure lumière, par exemple, sur Barry Lyndon, parce qu'il faisait la même taille que lui, c'est une corpulence à peu près, et qui carrément, et même encore aujourd'hui, un mec qui lui fait ses courses. Attends, c'est extraordinaire, c'est qu'il y a un mec comme Eddie Murphy, un type qui est son sosie. Et tu regardes certains films d'Eddie Murphy, le mec est à 80% dans le film. C'est-à-dire que simplement les scènes de gros plans sur Eddie Murphy, c'est lui, mais tout le reste, c'est le mec. Wesley Snipes, pareil. Et t'as des mecs comme ça qui, leur body double est à 80% dans le film, quand ils veulent pas le faire. Et puis le mec leur sert de bodyguard aussi. Et puis, alors, ils en prennent soin, ils essayent de lui trouver des rôles aussi. Enfin, donc la relation entre les deux mecs, c'est une des choses les plus réussies dans le film. C'est-à-dire que je suis d'accord. Je trouve que c'est une vision de l'amitié comme ça entre. En fait, ce film, à mon avis, c'est un chapelet de très belles scènes par moment, avec tout d'un coup un lien entre cette espèce de carte postale du Hollywood des années 70 qui est un petit peu paresseux en termes de scénario. Moi, je pense que c'est comme plein de films où le metteur en scène comme Tarantino est une star, c'est-à-dire que tu sens qu'il n'y a pas de producteur, c'est-à-dire tu sens que derrière, tu vois que le mec fait ce qu'il veut. Exactement. Et il n'y a pas un mec qui lui dit attends, ce morceau-là ça sert à rien. Moi je trouve le truc, même s'il y a des choses qui sont jolies, le machin avec la gamine et le tournage du feuilleton, moi je trouve ça 10 fois trop. Il lui manque un type qui était un mec formidable, malheureusement qui a disparu, Harvey Weinstein. non mais même le mec qui n'a pas entendu parler du truc. Non mais Pulp Fiction, t'aurais pu imaginer qu'il y ait ça avec 3 ou 4 segments de plus ou c'était plus, même s'il y avait des longueurs aussi, je trouve que c'était plus quand même contrôlé. Reservoir Dogs aussi. Là, tu sens, même Inglourious Basterds. C'est pas bon, trop de liberté, je crois qu'Inglourious Basterds, c'est trop long aussi. Tu vois, il y a les 8 salopards, alors on n'en parle pas, c'est carrément. Donc le mec les fait. Déjà, c'est un peu long, Tarantino, parce que quand même, la caractéristique de son cinéma, les gens disent toujours, là, c'est des films violents. Mais en gros, c'est quand même surtout 20 minutes de mecs qui tchatchent. De 20 minutes de trop. T'as un éclair de violence qui dure quelques secondes, souvent, et puis hop, les mecs recommencent à tchatcher.
chatter, tu vois, Ouais, ouais. et c'est comme ça tout le long, tu vois. Quoi. Chat GPT, non, c'est vrai. Ce qui nous amène sans plus tarder à Philippe, qui fait ses propres cascades lui-même et n'a pas besoin d'un Cliff Booth, et nous parle du casting du film. Casting, comme toujours, très, très soigné et très mémorable chez Tarantino. Hein. Ouais. On a parlé de Caprio, qui fait un parcours dans le film très marrant parce qu'il commence comme une espèce de sous Burt Reynolds, loser et géniard et pas très intelligent. Et quand il part en Italie faire des westerns spaghetti, il revient 7 mois après et il a pris 10 kilos et il ressemble à Jordan Baker. C'est vrai. Et c'est très marrant parce que tu sens que c'est un vrai clin d'œil à Baker parce qu'il lui ressemble énormément, même la coiffure, tout. C'est un des acteurs préférés de Tarantino, effectivement. Ouais. Et j'adore aussi cet acteur. Non, mais moi, je crois qu'il faut lui y rendre. Enfin, si tu veux, le rôle de DiCaprio, parce qu'il aurait pu dire, bon, moi, je veux le rôle de Brad Pitt. Si tu veux pas me le Mais donner, il le voulait, mais je en le fais fait, pas. il y a 10 ans d'écart entre Brad Pitt et DiCaprio, donc ça aurait été bizarre que la doublure soit plus jeune que l'acteur. Tu sais, moi, je pense que si le mec, il avait vraiment dit, je veux pas de l'autre rôle, je veux jouer ça, sinon je le fais pas. Ouais. Là, il a quand même eu l'audace. Tu sais que Tarantino était tellement puissant, et on reviendra à Philippe, excuse-moi, qui va nous parler de la deuxième partie du casting. Tarantino fait venir les acteurs chez lui. C'est-à-dire que DiCaprio et Brad Pitt sont allés dans son salon, ont lu le scénario, et après, avec Tarantino qui traînait derrière eux, tu sais, qui rôdait comme ça en les regardant, il fallait enlever ses chaussures en plus. Quand tu connais les acteurs hollywoodiens, de jouer un raté, un has-been, c'est pas très valorisant, et l'autre le fait. C'est dur à faire, surtout pour des types qui sont très charismatiques. Ouais. Et il y a plein d'acteurs. Cruise aurait pas fait ça, je pense. Alors qu'il était pressenti à une époque. Mais Caprio n'avait jamais joué un crétin. Voilà. Non. Alors, il paraît qu'on m'avait raconté que Caprio avait été approché par Tarantino pour jouer le nazi de Inglourious Basterds, ce qui aurait été curieux quand même. Ouais. Et ils ont fini par travailler ensemble sur Django Unchained. Et dans Inglourious Basterds, tu sais qui est-ce qui devait jouer le rôle qu'a fini par jouer Eli Roth? Non. Adam Sandler. Adam Sandler, ouais. Philippe, c'est à toi. Alors, on en était à Caprio, maintenant on va en être à Brad Pitt, qui, à mon avis, c'est un de ses plus beaux rôles. Et c'est la première fois, je crois, qu'on le voit vieillissant, parce qu'il a le visage très marqué, au point qu'il ressemble un peu à James Coburn. C'est vrai. Il a beaucoup changé et il est excellentissime. C'est vraiment la coolitude absolue. Et avec, comme tu disais, une petite ambiguïté, parce qu'on ne sait pas s'il a tué sa femme, on ne sait pas s'il serait capable de tuer quelqu'un, et on apprend vite que oui. Et il a ce rapport avec ce chien qui est absolument délirant. Qui fait penser au chat d'Elliot Gould dans The Long Goodbye. Il lui fait tomber sa bouffe dans son écuelle. Il a eu l'Oscar du meilleur second rôle, Brad Pitt. Mais il est très bien, mais si tu regardes sur le plan du jeu, il a rien à faire dans ce film. Non, je suis pas d'accord. Il a juste à enlever sa chemise, à avoir l'air un peu défoncé. Mais il amène tout le charisme d'un Brad Pitt et la coolitude dont tu parlais, effectivement. Il est tout d'un coup le nouveau King of Cool à la manière d'un Steve McQueen. Steve McQueen, il faisait pas grand-chose non plus. Il n'y a pas de scènes sur le plan du jeu qui sont vraiment... C'est surtout de la présence. Il a 2-3 bonnes répliques, tu vois, mais moi j'aime bien quand même quand il c'est dit très dur à faire ce qu'il fait. Quand il dit au mec de la famille Manson de lui changer son pneu là, il y a quand même une scène d'affrontement entre les deux où tu sens que Brad Pitt il rigole pas du tout, quoi. Ah ouais, il a aussi moi ce que je trouve formidable dans leur duo, c'est qu'on se dit pourquoi c'est pas Brad Pitt qui est devenu star et l'autre. C'est vrai. Moi, je pense que le rôle de l'autre est plus dur à tenir parce que il faut jouer le je suis d'accord. C'est pour ça qu'il est exceptionnel, DiCaprio, dans le film, parce qu'il joue. Brad Pitt, il est toujours beau et sexy dans le film malgré son âge, alors que l'autre, tu vois, c'est pas valorisant. Tu regardes Robert Redford dans Butch Cassidy et le Kid. Jamais Redford aurait fait un truc comme ça. C'est dommage. Un mec soupçonné d'avoir tué sa femme et tout ça, mais jamais. Quoi. Il a accepté de faire un méchant dans Captain America. Oui, quand il avait 75 ans. Pour beaucoup d'argent. Mais Redford, il a refusé Barry Lyndon, il a refusé tous les films où il fait un personnage un peu déplaisant et surtout où tu lui changes sa coiffure bouffante. Jamais il acceptait. C'est fou. Le film coûte 90 millions de dollars et il en remporte 377. C'est un étonnant deal qu'a fait Tarantino parce qu'il est tout puissant maintenant et il a eu le Final Cut et il a eu le Total Creative Control plus 25% du gros. Donc ça veut dire qu'il a gagné une fortune et le négatif lui appartient pendant les 10 ou les 20 prochaines années. Donc c'est un deal assez unique dans l'histoire d'Hollywood. Moi, quand je l'ai vu, alors là, c'est la preuve que j'avais pas beaucoup de flair commercialement. Moi, je pensais pas que ça allait marcher parce que je me disais, la famille Manson, Sharon Tate, qui connaît ça aujourd'hui chez les jeunes spectateurs? Alors, il paraît qu'il y a des gens qui croyaient qu'elle n'avait pas été tuée. Il y avait vraiment des mecs qui l'avaient sauvée. Enfin, tu vois, quand tu sais pas qui est la famille Manson, tu sais pas qui est Sharon Tate, qui prennent ça à valeur, tu vois, qui croient à ce qu'on voit.
Mais je pensais que le film, tu vois, il n'y avait pas vraiment d'histoire, c'est des petites scénettes. Je suis d'accord. Philippe, tu sais combien ont pris les acteurs? Parce que DiCaprio a accepté de baisser son prix habituel pour le film. Non, j'ai pas idée. 10 millions de dollars chacun. C'est pas beaucoup. Ouais, non, c'est assez peu par rapport à ce qu'il touche d'habitude. Al Pacino, dont tu parlais, moi je trouve qu'il est assez fantastique dans le rôle de ce vieil agent, il est merveilleux. Oui, mais c'est dommage. C'était pareil avec De Niro dans Jackie Brown, c'est-à-dire c'est quand même des immenses acteurs. Et chaque fois qu'il est fait tourner, en fait, c'est pour faire des troisièmes rôles de mecs qui font quasiment rien. Quoi. Oh, mais quand tu vois De Niro, là où il en est dans sa carrière à l'heure actuelle, où il fait plus que des War with Grandpa ou des Dirty Grandpa, des films avec le mot Grandpa dans le titre, Pacino, je trouve que c'est plus intéressant ce qu'il fait ces jours-ci, qu'il soit, je veux dire, il essaye encore d'acter. Oui, mais c'est dommage qu'il lui ait pas donné un rôle plus important, quoi, tu vois, parce que là, tu vois, il a 2 scènes, en gros. Ouais, c'est vrai. America. Mais après, bon, Tarantino, il est quand même, c'est un directeur d'acteurs hors pair, tu vois, t'as quand même tous les comédiens, j'ai jamais vu un comédien mauvais chez Tarantino, quand même. On n'a pas du tout parlé de l'actrice qui joue Sharon Tate, Philippe, Margot Robbie. Barbie, ouais. Oui, qui est bien, mais alors ça, curieusement, tu vois, je trouve qu'elle n'a absolument rien à voir avec Sharon Tate, ni physiquement, ni dans la personnalité. Non. Absolument. Et elle n'a pas grand-chose à faire à l'écran non plus. À part se ridiculiser quand elle va se voir elle-même au cinéma. Alors, moi, c'est une scène que je déteste. Ouais, moi aussi, puisque ce qui est étonnant, c'est que Tarantino, on savait qu'il était fétichiste des pieds, mais apparemment, il est fétichiste des pieds sales en plus. Oui, parce qu'entre la hippie dans la voiture qui est jouée par la fille d'Andy McDowell, Margaret Qualley, je sais pas, j'ai oublié son nom. Qui est marrante d'ailleurs. Elle est formidable. Tous les seconds rôles sont extraordinaires. Je trouve que Dakota Fanning, qui fait une des membres de la famille Manson, est formidable. Tout ce qui est sur Sharon Tate est complètement raté, je trouve. Je suis d'accord. Après, peut-être que la vraie Sharon Tate était une idiote, j'en sais rien. Elle n'avait pas ça sur le visage. Peut-être qu'elle était complètement idiote, mais c'est en tout cas ce qui ressort du film. Mais surtout, il lui a pas écrit de rôle. C'est une présence un peu angélique et un peu idiote, effectivement, dans le film, mais elle n'a pas une scène. Sur le plan d'elle, là, on essaye de faire une vraie scène. On essaye de critiquer le scénariste Tarantino, ce qui est quand même très prétentieux, en tout cas de ma part, mais je trouve que sur le plan de la construction du scénario, cette idée d'avoir ces 2 personnages, moi, ce que je trouve génial, c'est de voir la grande histoire par les yeux de personnages qui sont plutôt des personnages de losers, ça, je trouve ça très très bien. Mais je trouve qu'ils le respectent pas dans le film, parce que c'est-à-dire quand tu vois Sharon Tate qui va au cinéma, c'est hors point de vue de Leonardo DiCaprio ou de Brad Pitt. Il n'y en a aucun des 2 qui assiste. Il n'y a pas un dans la salle, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un défaut d'écriture. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te dis, mais on est dans quel point de vue, là? Je suis d'accord avec toi. C'est pas une question de prétention, c'est une question, effectivement. Et il y a une erreur qui est souvent faite dans les films des biopics, si tu veux, même si c'est un faux biopic, là. C'est que, par exemple, tu sais, quand elle va au cinéma, les extraits sont pas avec elle, c'est avec la vraie Sharon Tate. C'est vrai. Et c'est très perturbant, en fait. Ils auraient dû retourner carrément avec un faux Dean Martin, ou alors l'incruster dans l'image. Après, il faut voir The Wrecking Crew, une aventure de Mattel. Le projet de ce film, c'est-à-dire que par rapport à Sharon Tate, qui est une actrice, faut quand même bien dire, c'est une fille qui est rentrée dans l'histoire parce qu'elle a été massacrée d'une manière horrible. Mais sinon, c'était une comédienne qui était très peu connue parce qu'elle était la femme de Roman Polanski à l'époque, mais c'est pas une comédienne qui a marqué vraiment par ses rôles, tu vois. Et je pense pas si elle n'avait pas été assassinée, je pense pas qu'elle serait devenue une actrice de premier plan non plus, tu vois. C'était pas une très bonne actrice, c'était une starlette, disons, une très jolie fille, qui à mon avis n'était pas une fille très bonne actrice et qui allait. Donc quelque part, il y a, je crois, dans le projet de Tarantino, et c'est tout à fait noble, c'est de vouloir essayer de présenter une image de cette fille qui soit pas juste une victime, si tu veux. Mais moi, je trouve que c'est un peu raté. C'est-à-dire que ce qu'il montre, c'est une espèce de cruche, en fait. Tu vois, donc c'est pas très valorisant, quoi. C'est-à-dire, Absolument. Et puis, je te dis, il aurait pu lui écrire une belle scène quand même. On peut parler des autres acteurs du film, parce que quand même, tout le monde veut jouer dans les films de Tarantino, et il a une espèce de casting exceptionnel pour les seconds rôles, Philippe. Alors, il y en a qui sont moins connus, mais moi, il y en a un que j'ai trouvé fabuleux, c'est Timothy Olyphant, qui joue James Stacy, l'acteur du Ranch L. Ah ouais, tu le connaissais, l'acteur original ? Oui, très bien. Très bien. Il lui ressemble, Timothy Olyphant ? Non, mais c'est pas le problème. Il est tellement bien et tellement cool et tellement réel. Et t'as vu, il y a un plan... Tu connaissais tous les westerns qu'il montre, les séries télé de western ? C'est cool. Tu disais, il y a un plan qu'il montre ? Il y a un plan qui est assez émouvant, puisque tu sais, James Stacy a achevé plus ou moins sa carrière avec un accident de moto effroyable. On le voit partir en moto, c'est ça. Et il lui manque une jambe et un bras. Je savais pas du tout, Et en fait, le dernier plan où tu le vois, il démarre sa moto. Il est formidable, Timothy Olyphant. C'est un merveilleux acteur. Il pourrait faire Jack Nicholson dans Chinatown. Tu le verrais bien avec les costumes de Gigi Gittes. Ou alors dans Shining, c'est un type qui ressemble. Je trouve qu'il est terriblement sous-estimé, cet acteur. Dans la série Justified, il est juste incroyable. C'est vrai. Et en tout cas, là, dans James Stacy, il est formidable.
Il y a une tripotée d'acteurs. On dirait presque un best-of Kurt Russell. Voilà, il y a un best-of des acteurs de Tarantino, parce qu'on retrouve aussi, je trouve, Michael Madsen, que je trouve formidable dans le rôle d'une espèce. Il a une scène, mais il est très drôle. Ouais. Oui, il joue dans une série. C'est ça. En Kurt noir et Russell est très bien dans un rôle qui ressemble à celui qu'il avait dans Death Proof. Oui, mais en trouillard, j'aime bien qu'il soit terrorisé par sa femme. Elle est bien, sa femme, c'est Zoé Bell, sa femme qu'on voit aussi dans les films de Tarantino. J'adore que lui fasse le malin, mais il a quand même très peur. Ah, c'est drôle. Tim Roth, je l'ai pas vu, il a été coupé, non, au montage qu'il était cité. Il est pas dans le film. Il est pas dans le film, c'est ce que je pensais aussi. Tu as Damian Lewis qui ressemble pas beaucoup à Steve McQueen, je trouve. Dans sa scène à la Playboy Mansion. La bouche. Dans l'éclairage, je trouve, comme c'est en noir et blanc, le plan, il y a quelque chose quand même. Je trouve que Daniel Craig ressemble plus à Steve McQueen. Mais normalement, Damian Lewis, il ressemble pas tellement à Steve McQueen, mais je trouve que dans le plan, là, on peut pendant une seconde se dire, ouais, il y a un petit air. Alors, il ressemble plus à Steve McQueen dans cette scène du film que normalement. Ils ont dû faire exprès avec la coiffure, je sais pas. Tu as vu qu'il est très malin quand même, parce qu'il l'a filmé à contre-jour. Voilà. Donc, tu as le visage presque sombre et les cheveux éclairés, et donc, oui, ça peut. Mais t'as Polanski dans la scène de la Playboy Mansion, moi, il m'a évoqué Austin Powers. Voilà, Mike Myers. avec les dentelles. Do I make you horny? C'était ridicule, effectivement. Il y a Luke Perry dans un de ses derniers rôles. Tu as vu, il joue un personnage du western. Oui. De la série télé western. Tu as Emil Hirsch, qui a eu des problèmes, lui, à Hollywood, et à qui Tarantino a tendu la main. Et tu as un acteur qui s'appelle Damon Herriman, qui joue Charles Manson. Tout petit rôle, et qui la même année jouerait également Charles Manson dans Mindhunters, la série de David Fincher. Bruce Dern aussi. Et Bruce Dern qui remplace Burt Reynolds, dont Tarantino dit que c'est le dernier rôle de Burt Reynolds, c'est la lecture qu'il a faite pour le film. Ah oui. Ouais. Et Dakota Fanning, que moi personnellement j'ai pas reconnu. Je la trouve géniale. Elle est très bien, mais j'ai pas reconnu. Ouais. Et Lena Dunham, vous voyez qui est Lena Dunham? Non. C'est une des filles de la famille Manson qui a la série Girls. Ouais, c'est ça. Tu as également dans la famille Manson. Elvis, voilà, c'était lui dont j'avais parlé, qui s'appelle Austin Butler, et qui a été très intelligemment casté par Denis Villeneuve pour faire Fade Rotha. Tu vois qui c'est, Fade Rotha? Non. C'est un des fils de la famille Harkonnen, celui qui était joué par Sting dans le film de David Lynch dans Dune. Et il a repris une espèce de rockstar, puisque le type jouait Elvis, pour jouer ce personnage de tueur de la famille. Sauf qu'il est chauve au lieu d'être roux cette fois-ci. Mais tu vois, même les scènes où tu vois la scène où tu vois Manson, quand même, là, moi je trouve qu'on parlait de défaut d'écriture. Là, il n'y a pas le défaut d'écriture parce que tu dis, bon, Manson, il va juste voir Emile Hirsch, enfin, il va voir Jay Sebring et Sharon Tate. Donc, mais tu as quand même Brad Pitt sur le toit de la maison qui voit, qui le voit. Donc, quelque part, tu peux te dire, il y a le point de vue d'un des personnages. Alors que la scène vraiment au cinéma où elle va voir le truc avec Dean Martin, là, c'est hors point de vue des deux. Absolument, c'est ce et que il me semble qu'il y a d'autres scènes où tu vois, où tu le vois pas, où tu les vois pas. Et ça, moi, je trouve que c'est un défaut d'écriture. Il y a une scène qui est exceptionnelle, c'est cette petite fille qui est inspirée par Jodie Foster. J'ai oublié le nom de l'actrice. Magnifique scène. Voilà, quand cette scène avec DiCaprio, elle est en train de lire son livre et c'est une sublime scène. Il y a une très belle scène qui est improvisée aussi, ce qui est assez rare chez Tarantino, c'est la scène où DiCaprio pète les plombs dans sa roulotte, tu sais, à la manière de Travis Bickle. Et qui est très importante dans le film. Très importante, et il est formidable, DiCaprio. Mais moi, je trouve que ce segment est trop long, quoi. Le truc là où il tourne son feuilleton. Ah, ça, le tournage lui-même, ça, c'est insupportable. Et puis sa fascination pour les westerns ringards et après pour les westerns italiens, là. Enfin, tout le passage où tu vois DiCaprio partir en Italie, tu vois, mais je trouve presque que c'est un machin qu'on aurait pu couper. Quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris comme adaptation et comme idée surtout de Tarantino, c'est quand on voit le feuilleton qu'il est en train de tourner, l'épisode. Et que c'est filmé d'une manière de film. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de coupure, tu vois pas les caméras, tu vois pas le montage. C'est monté comme un morceau de film. Et après, tu t'aperçois qu'en fait, il y a l'équipe qui est là, et quand il dit couper, il y avait tout le monde dans le champ. C'est très bizarre. C'est très bizarre, parce qu'en plus, il a tourné ces séries télé qui étaient quand même faites assez rapidement, pas avec ses cadrages. Il l'a tourné comme un film avec un très gros budget, effectivement. Donc, c'est très curieux comme point de vue. Je regrette qu'il n'ait pas montré Les Mystères de l'Ouest, plutôt, parce qu'il parle de Robert Conrad. Ça m'aurait plus parlé. Je crois qu'il a voulu montrer des trucs qu'il avait... c'est ses souvenirs d'enfant. C'est ça. Il dit que c'est son film le plus personnel et que c'est son magnum opus, parce qu'il est très prétentieux. Parce qu'en plus, tu as des musiques tout le long, donc c'est des musiques qu'il entendait à l'époque. Moi, sincèrement, je sais pas, il a 1 an de plus ou 2 ans de plus que moi, Tarantino. Mais moi, vous ressemblez un peu physiquement. Moi, en 69,
Je me souviens vaguement, je crois, de L'homme qui a marché sur la Lune. Tu Ouais, vois, ouais, j'ai ouais. aucun souvenir Ouais. ni de musique, ni de film, ni même Sharon Tate. Je me souviens, en France, c'est vrai que ça n'avait pas, sûrement pas eu le même impact qu'aux États-Unis. Non. Mais moi, de 1969, j'ai des souvenirs quand même extrêmement. Alors lui, je sais pas, il te parle, il te dit qu'il a des souvenirs extrêmement précis, tu vois. Enfin, Ouais, c'est curieux. Mais il dit son film est inspiré par Claude Lelouch, à propos de France. Hein Et ouais, il est en interview. Et il y a quand même un extra. Moi, j'aime beaucoup les films qui recréent les années 70, les films néo-70, comme on a vu Boogie Nights ou les films de Scorsese. Et celui-là est extrêmement réussi en termes de production design, parce qu'il utilise très peu de numérique. Et en fait, il a recréé beaucoup d'endroits. Il a été véritablement à Musso et Franck, le grill, tu sais, légendaire d'Hollywood, où ils vont boire leur cocktail. Et également, ils sont allés tourner dans la vraie Playboy Mansion. Donc le type a vraiment eu accès à des endroits dans lesquels on n'a pas le droit de tourner. Et ça coûte très cher de tourner à Los Angeles, ce qui explique pourquoi tous les films, même censés se passer à Los Angeles, se tournent à la Nouvelle-Orléans ou à Budapest. Moi, ce que j'ai trouvé dans le scénario, c'est quand je les vois au départ, tu vois, ce que je trouvais une idée assez géniale. C'est-à-dire que tu vois les deux mecs, les deux losers, qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils habitent à côté du metteur en scène le plus couru d'Hollywood, tu vois, Roman Polanski après Rosemary's Baby, il voit Sharon Tate, donc ils se disent, ah là, putain, on est... Et tu te dis, à aucun moment, le personnage de DiCaprio se dit, tiens, je vais essayer d'aller voir Polanski, tu vois, pour essayer de me caser dans un de ses films. Ou... En fait, le mec, il continue à vouloir jouer dans son feuilleton de con, tu vois. Enfin, t'as l'impression que ça ne sert en fait qu'à ce que la famille Manson se gourre et vienne chez eux à la fin, quoi. C'est-à-dire cette proximité avec les deux. Mais c'est bizarre que ce personnage qui se préoccupe vachement de son image, de se dire je suis à côté de la plaque, je suis un has-been, ne veuille pas profiter de cette proximité pour essayer de se placer. Tu vois. C'est logique, après la scène avec Pacino, qu'il a remis définitivement à sa place, qui lui a dit t'es un minable et estime-toi heureux de faire des westerns italiens. Ouais, c'est vrai, j'ai été frappé que le film soit interdit en Chine à cause de la scène avec Bruce Lee. Ah oui, c'est marrant. C'est étonnant, hein, parce que ils l'ont très mal pris, tout un peuple l'a mal pris. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le commentaire play by play, la vision du film en Weberama. Le film dure quand même 2h40. À mon avis, il est trop long, ou alors il est trop court. C'est-à-dire, il aurait fallu peut-être qu'il fasse un film de 3 heures. Ouais. 2h40, je crois qu'on en avait parlé une fois, mais je trouve que c'est des durées un peu bâtardes. C'est-à-dire que t'as toujours l'impression qu'il y a une longueur dans des films de 2h40, si tu veux. Alors qu'un film de 3 heures, par exemple, peut avoir une vraie durée. Ou un film de 2h, 2h15, ça pas. Mais 2h25, 30, 2h30, 2h40, 2h45, souvent, t'as un ventre mou. Et moi, je trouve qu'il y a un ventre mou là-dedans. Oh là, ouais, non, c'est un peu dur, effectivement. Titre alternatif, Helter Skelter, pour la famille Manson. Et on peut parler un petit peu du film, donc un peu plus en détail. La première scène est formidable, comme il nous présente les deux personnages en noir et blanc dans une interview télévisée, tu sais, probablement d'un show qui devait exister à l'époque. Et on comprend très très bien en une scène la relation entre les deux, tout d'un coup. Et surtout la vision qu'a le journaliste, qui ne peut pas s'empêcher d'interroger Brad Pitt. Ouais. Parce que le regard qu'on pose sur Brad Pitt à ce moment-là est beaucoup plus fasciné que sur DiCaprio. Ouais. Non, mais il avait dit au départ, moi j'ai vu une interview, il s'est dit à un moment, est-ce que c'est pas un problème que le mec qui joue le cascadeur et l'homme à tout faire soit bien plus beau et tu vois, et il s'est dit finalement non, mais il s'est dit merde, en fait je me gourre peut-être parce que le sidekick est bien plus fascinant et plus charismatique que la star. Et c'est rare parce que tu te dis, si avec une gueule comme ça, pourquoi Brad Pitt est un espèce de loser et n'est pas devenu acteur. Absolument. Ce qui est drôle, c'est que DiCaprio a des bottes et Brad Pitt a des mocassins. C'est un cow-boy et un indien. Et il y a une réplique qui m'a cueilli, parce que je l'avais oubliée, elle est quand même très très drôle, c'est quand Pacino arrive chez Musso et Franck pour la première fois et qu'il les voit tous les deux à table et qu'il demande à DiCaprio, c'est ton fils ? En parlant de Brad Pitt. Is that your son? Et ça, j'ai trouvé ça marrant. Et on introduit très vite le lance-flamme de Tchekhov dans le premier acte, qu'on va retrouver dans le troisième acte, bien sûr. C'est très improbable qu'on ait laissé cet accessoire à un acteur, un lance-flamme fonctionnel. Tu sens le mec quand même qui est en circuit fermé un peu, parce que le truc de... Alors, le machin avec les nazis, alors... t'as l'impression qu'on est dans Inglourious Bastard, c'est-à-dire t'as l'impression que le mec se cite un peu, tu vois, quoi. C'est-à-dire que alors que Inglourious Bastard, enfin, moi je sais pas, les mecs Absolument. de McCluskey là, moi j'y connais rien, peut-être que c'est inspiré d'un film réel. Non je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que t'as l'impression d'un best-of, comme s'il jouait ses hits, tu vois ce que je veux dire. Un concert nostalgie des Rolling Stones où il joue tout d'un coup. Puis quand il part sur les westerns italiens, enfin, j'ai l'impression qu'on est encore dans son univers, tu vois, dans lequel le monde extérieur n'existe pas, alors que c'est censé être un film qui se passe dans le monde réel, quoi, tu vois, et quand même après à la fin, tu vois,
quand il se démarque de la réalité dans la dernière partie, je crois que c'est un gars qui est incapable finalement de faire un film qui soit autre chose qu'un film de Tarantino, comme on en voit depuis... je vous rappelle que ça s'appelle Once Upon a Time in Hollywood, ça veut dire c'est une fable. Et il le prend comme un conte de fées, effectivement. C'est une fable, il a parlé de conte de fées, bien sûr. Effectivement. Du début à la fin, pas seulement le final. Ouais, il y a un truc il y a une très bonne scène aussi qui est inspirée par la réalité, c'est quand on voit les filles de la famille Manson se nourrir dans les poubelles, tu sais, quand elles cherchent... Ça, c'est un truc qui faisait beaucoup la famille Manson. Extraordinaire musique comme d'habitude, mélangeant les tubes de l'époque de 1969. On se rend compte que, comme je le dis souvent, Tarantino est presque un meilleur DJ qu'un metteur en scène. Moi, ce que je regrette, même si j'aime beaucoup la scène quand il va au ranch Span, je trouve qu'il y a un côté où c'est bizarre qu'il voit pas Manson, qui est une scène... Manson, tu le vois finalement juste... je pense qu'il y a des trucs qui sont restés sur le sol de la table de montage. J'aurais bien aimé voir une scène quand même avec Manson face à Brad Pitt, tu vois. Bien sûr, tu penses pas qu'il y a des trucs qui ont été coupés justement? Je pense que s'il avait écrit une scène où tu avais le personnage de Brad Pitt en face de Manson, je pense que ça aurait été une scène importante. Je suis pas sûr qu'il l'aurait coupé. En tout cas, il y a un truc qui est estimable dans sa vision de Manson, je trouve, c'est qu'il en a fait un minable, quoi. C'est-à-dire, c'est pas du tout, il a pas diabolisé, il en a pas fait Méphistophélès. Non. C'est un petit bonhomme barbu qui vient sonner, qui est hésitant, Après, c'est vrai qu'il y a une logique finalement, puisque tu te dis, les vraies stars sont à l'arrière-plan, Polanski, machin. Bon, quelque part, Manson est une star aussi, même si une star. Ouais. Donc, il est aussi en arrière-plan, c'est-à-dire que c'est un type que tu vois à peine. Mais du coup, quand tu comprends l'emprise qu'il avait sur sa famille et tout ça, c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir un peu plus de ça, quoi. Il y a un truc qui revient très souvent dans le film, c'est les scènes de voiture où il y a Brad Pitt ou Polanski qui sont en train de conduire leur voiture avec de la musique. Oui, mais ça, c'est parce que c'est Los Angeles. C'est exactement ça. Mais je veux dire, tu enlèves les scènes de voiture, le film fait 1h30. C'est vrai. Non, mais la scène, par exemple, où tu vois Brad Pitt qui part de Cielo Drive, et c'est assez long, où tu le vois rentrer dans son espèce de trailer, tu sais, sur son terrain vague, où il y a un drive-in, tu vois. C'est assez beau, je trouve. Tu vois, le gars qui habite de l'autre côté de l'écran, t'as l'impression que il n'est pas du même monde, tu vois. Il quitte le sommet de l'Olympe pour aller dans une sorte de banlieue sinistre où il y a la pâtée du chien, tu vois. Exactement. C'est pas mal fait, je trouve. Ouais. Et tu le vois finalement Puis finalement, tu vois que le personnage, il est un peu con son personnage, mais finalement, il a pas l'air de se plaindre, tu vois. Non, ça lui va très bien. Il a pas l'air de se dire j'ai une vie de merde ou. Il s'est très bien entendu avec DiCaprio et il parle de refaire un film ensemble. Alors que l'autre est tout le temps en train de dire putain, j'ai perdu de ma superbe, tu vois, j'étais quand même une star. L'autre, il a l'air content de son sort. Finalement, c'est quand l'autre lui dit putain, il faut que j'aille tourner des films en Italie. Et l'autre, il dit alors, c'est peut-être pas mal, tu vois. Il y a un espèce positiviste. Je pense que c'est un personnage qui est extrêmement lucide. Il sait très bien qu'il a dépassé la cinquantaine, qu'il va pas pouvoir tomber de cheval et dans des escaliers pendant 30 ans encore. C'est vrai. Il y a une constante qui revient avec les personnages de Pitt et qu'on voit aussi dans ce film-là, c'est qu'il arrête pas de manger de la merde, des spaghettis avec de la sauce et tout. Il est incroyablement bien bâti. On le voit jamais aller à la salle ou travailler. Et dans tous ses films, il mange, Brad Pitt. T'as remarqué, c'est sa signature. Surtout dans Ocean Eleven, je crois, il n'y a pas une scène où il bouffe pas un truc. Des snacks en plus, des trucs très grossissants. Mais il paraît que quand il est torse nu à Cannes, il y a eu les gens ont applaudi quand il enlève son t-shirt. À Cannes, je me souviens, moi j'y étais pas, mais j'avais des copains qui y étaient allés. Le film n'était pas bien reçu du tout. Les gens étaient très déçus, alors qu'après, tout d'un coup, 3 mois après, quand le film sort, c'est un délire. C'est-à-dire, il y a un délire critique et les gens te disent c'est le meilleur film de Tarantino. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Bon, moi, je trouve. Par exemple, ça reste Pulp Fiction pour moi. Non, pour moi, quand même, c'est une suite de scénettes, pas toujours bien. Margot Robbie danse. On parlait de la signature de Pitt qui mange. Elle, c'est la danse. Dans tous ses films, elle danse. Dans Barbie, d'ailleurs, aussi. Dans Babylone, elle est tout le temps. Et Tarantino ne sait pas écrire pour les femmes, je trouve. Parce que même Kill Bill, les gens que j'aime pas du tout, les gens pourraient dire ah mais non, c'est un rôle. Tu regardes Jackie Brown. Non, Jackie Brown peut-être c'est l'exception, mais Kill Bill, je trouve que c'est un rôle d'homme que fait Toorman. C'est pas un personnage de femme véritablement. Oui, mais t'as Lucy Liu. Enfin, il y a quand même des personnages féminins assez marquants chez Tarantino. Je sais pas. Enfin, vu comme il écrit pour Margot Robbie là. Uma Thurman dans Pulp Fiction. Alors, Reservoir Dogs, il y a pas de femme. Alors après, tu peux dire c'est pas le cinéaste de la femme, c'est sûr. Il va pas te faire un truc sur. Mais je trouve quand même qu'il y a des personnages féminins qui existent. Là, le personnage de la petite nana, là, jouée par Margaret Qualley. Elle est formidable. Les scènes avec Brad Pitt et elle sont fantastiques. Mais moi, Margot Robbie, si tu veux, j'ai pas, elle m'a jamais. Alors, elle est très jolie, tout ce que tu veux, mais
tu vois, par rapport à Michelle Pfeiffer ou par rapport à des filles de la génération d'avant, je trouve pas qu'elle soit, sur le plan de la comédie, quelqu'un de très impressionnant, tu vois. Non, mais elle a une pêche sympathique, tu vois. Elle est ce qu'avait Cameron Diaz au début. C'est vrai. Oui, non, mais c'est ça. Elle fait penser, tu te dis que les rôles que tient Margot Robbie aujourd'hui, c'est les rôles qu'aurait fait Cameron Diaz. Bah, à part celui-là qui a été un succès, mais qui est pas, c'est pas complètement dû à elle, mais plus à Tarantino, il a fallu attendre Barbie pour qu'elle rencontre vraiment le succès. Et il y avait le Loup de Wall Street, tu vois. Ouais. Tu te dis que Cameron Bah, Diaz, c'est un rôle secondaire. Elle aurait pu faire ça aussi. Elle a touché 50 millions de dollars pour Barbie en tout, parce qu'elle a des points aussi. Bah non, là, elle a plus que ça même, non, j'imagine. C'est déjà pas mal, 50 millions de dollars, tu sais. Oui, mais tu sais, maintenant, Tom Cruise, il doit toucher... Oui, mais c'est pas Tom Cruise. Elle sortait de Babylone, qui était un gros bid. Elle sortait de films comme ça qui n'avaient pas marché, en fait. Mais c'est pas elle qui a produit... Justement, elle a coproduit, je crois, le film. Ça, moi, je pense qu'elle a gagné bien plus que ça. C'est possible. Là, le film est un tel succès que c'est possible. Elle doit avoir un pourcentage. DiCaprio... pendant une grande partie de sa carrière, il avait ce visage poupin, tu sais. Il a fallu attendre longtemps pour qu'il se masculinise et qu'il devienne un homme. Et là, je trouve qu'il est beaucoup plus masculin dans ces films-là. Moi, je l'ai interviewé quand il était quasiment encore... Quand il jouait Rimbaud, je sais pas. Ouais, c'est ça. À 19 ans, quoi, je crois. Et il était effectivement très, très différent physiquement de maintenant. Bon, bah, il n'a pas le même âge, mais je trouve qu'il a vraiment changé physiquement. C'est-à-dire que c'est devenu un type qui... D'ailleurs, ça ressemble à Joe Don Baker maintenant. Moi, je trouve que ça le rend presque plus intéressant comme comédien. Je suis d'accord, parce qu'effectivement, il avait ce visage. Parce qu'avant, il avait un côté un peu Tintin, un peu boys band, tu vois, un peu très, je dirais pas androgyne comme ça, mais moi je le trouvais. Enfantin, là, maintenant, il a enfin, tu sens que c'est un homme, quoi, que c'est pas un adolescent, quoi. Il a une formidable réplique, c'est quand la petite fille, quand il dit à la petite fille, dans In about 15 years, you'll be living in it. Tu sais, quand tu dis dans 15 ans, tu comprendras ce que je veux dire sur la déchéance d'un acteur. Non, mais c'est un formidable comédien. En fait. Il y a des scènes où tu te dis, bon, même il voulait pas du rôle, mais après, il s'en empare et il le fait vraiment exister. Mais je pense que c'est pas le rôle payant. C'est-à-dire que c'est le rôle payant, c'est celui de Brad Pitt, mais qui fait beaucoup moins de trucs, quoi. Tu vois, c'est le côté cool. Ça se joue pas, ça se calcule pas. Tu sais, la coolitude de certains acteurs qui sont pas des immenses acteurs forcément. À un moment, ils accaparent tout, quoi. Et tu sais pas pourquoi. C'est le charisme, c'est l'amour de la caméra. Tu sais, c'est inexplicable. Absolument, ouais. Mais il sait, en tout cas, il y a Tarantino. Et d'abord, il faut quand même souligner que c'est un type qui continue à écrire des scénarios originaux, souvent. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des films, c'est des adaptations de bandes dessinées. Lui, quand même, à part, je crois, Jackie Brown, qui est l'adaptation d'un roman, mais paraît-il qu'il a quand même vraiment changé beaucoup le roman, c'est un type qui continue à écrire des scénarios originaux, quoi, tu vois. Ça, c'est pas si fréquent aujourd'hui. Il fait une chose qu'il n'avait jamais faite avant dans la bande-annonce, je sais pas si c'est un clin d'œil à Martin Scorsese, c'est qu'il utilise les Rolling Stones avec Out of Time. Alors qu'avant, il était plus des choses plus cultes. Il utilise les musiques de l'époque, je pense. Ouais. Mais en général, il était plus surf rock ou des choses qui étaient un peu plus Moi, obscures. ça m'a fait penser... Quand j'ai vu le film, je me souviens, j'ai pensé à un film qui a a priori rien à voir avec Once Upon a Time in America, mais que moi, je trouve beaucoup mieux, enfin beaucoup plus réussi que Once Upon a Time in Hollywood, pardon. C'était Shampoo. Tu vois, c'est-à-dire où tu vois une sorte de personnage j'adore Shampoo, qui est une sorte de nul aussi, quoi, comment Warren Beatty qui fait ça. Et t'as ce moment dans l'histoire américaine aussi qui est une sorte de charnière, c'est-à-dire le moment où Nixon va gagner, et t'as le moment où tu sens qu'on change d'époque, c'est-à-dire que le baba jouisseur comme Warren Beatty, enfin les mecs comme ça. Est-ce qu'il est basé sur John Peters ou sur Jesse Bring? Je crois que c'est les deux un peu en même temps. Ouais. Et là, c'est juste avant 69, je crois que c'est 68 Shampoo, parce que tu entends aussi Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, enfin tu as tous les tubes de l'époque. Mais il y a une narration un peu comme, tu vois, un peu lâche, c'est-à-dire c'est pas vraiment, il n'y a pas une intrigue, c'est une suite de scénettes de la vie d'un mec comme ça qui va réunir un peu d'argent pour ouvrir son salon de coiffure et qui en même temps baise toutes les nanas de ses clients, enfin toutes ses clientes, qui sont toutes des femmes souvent mariées. Tarantino à des gens avait très aussi une grosse réputation de playboy. On disait que c'était le nouveau Warren Beatty, ce qui est étonnant quand on voit le personnage. Non, mais disons que le personnage de Warren Beatty dans Shampoo, je dis pas que c'est un peu comme Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, mais il y a une espèce d'insouciance un peu niaise, tu vois, d'une espèce du neuneu qui en fait a juste envie de tirer des coups et quand il va à la banque pour avoir un prêt et que le mec lui dit alors qu'est-ce que vous faites, et il dit je fais Barbara Rush, tu vois, quand il coiffe Barbara Rush. Il y a un ton, moi je trouvais, qui était un peu voisin, et surtout cette idée comme ça de montrer
un moment clé de la vie, de l'histoire américaine. C'est le moment où on quitte l'insouciance, disons, parce que le dernier plan de Shampoo, tu sais, quand il voit Julie Christie qui s'en va, dans la limousine, il est sur un des canyons, enfin pas loin, je pense, de Cielo Drive, et t'as cette espèce de mélancolie comme ça, tu vois, où tu te dis, ça, c'est à l'HB, c'est la force de l'HB. Et je pense que Tarantino, il a voulu à un moment un petit peu s'approcher de ça. Ouais, mais il y a ces sautes de ton à la fin, parce qu'effectivement, tu as ce côté de Nigo contre la famille Manson, quand ils se battent de façon incroyablement gore, et en contraste avec cette fin très émouvante où c'est l'entrée au paradis tout d'un coup dans Cielo Drive, où il est accepté dans l'élite d'Hollywood. Et ça devient tous les deux d'immenses héros puisqu'ils ont effacé le cauchemar de l'assassinat, tu vois. Absolument. Oui, c'est pour ça que c'est beau la fin où tu vois les portes le portail de la maison de Sharon Tate qui s'ouvre. Ouais. T'as l'impression qu'il rentre dans le château de la princesse. Ouais, le Valhalla. Voilà, il est à Elysium. Et il arrive en fait chez les morts, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que t'as les autres qui viennent l'accueillir, tu vois. Et là, il y a une vraie tristesse. Je trouve qu'il y a quelque chose. C'est vrai. Alors qu'avant, on est dans la parodie avec cette actrice italienne qui est, je crois, inspirée de Sophia Loren. Non, ah bon ? C'est ce que j'ai lu, mais je la trouve un petit peu over the top. Complètement caricaturale. Ouais. Mais du coup, ça donne tout le côté la famille Manson qui arrive. C'est une espèce de mauvaise comédie, alors pourquoi pas ? Mais ils sont trop comiques, je trouve, que ce soit Linda Kasabian, que ce soit Tex Watson. Ils les traitent comme des... Ouais, ce sont comme les ringards qu'ils étaient, mais avec un vrai parti pris de comédie, alors que c'était pas très drôle. C'était pas des ringards, c'est-à-dire ils ont quand même tué je sais pas combien de personnes. Voilà, tu vois. c'est là, t'as l'impression que c'est des tueurs des losers ratés. Voilà, pas du tout, c'est des gens qui ont fait un carnage dans cette maison et qui en ont tué d'autres le lendemain. La Bianca, voilà, bien sûr. Ça, tu as lu le livre de Bugliosi, le procureur, Helter Oui, Skelter. alors moi j'en ai même lu un autre que je vous recommande pour vous marrer, mais qui est ce qu'on appelle un livre un peu de conspirationniste. Avec l'implication de la CIA. Qui s'appelle Chaos. C'est ça. Le Chaos. Moi j'ai vu beaucoup de films sur Manson, des documentaires et notamment un film aussi de fiction qui s'appelle La famille Manson, qui fait par un mec qui s'appelle Jim de Bébert, un peu comme mon nom. Et c'est d'une violence, parce que lui, carrément, on entre dans Cielo Drive et il montre les meurtres, et ça n'a rien à voir avec ce que fait Tarantino. Ouais. Non, mais le livre Chaos, il y a des passages qui sont assez intéressants, parce que visiblement, Bugliosi, il y a des trucs il y a des blind spots dans le truc de Bugliosi quand tu commences vraiment à t'intéresser à l'affaire. Moi, j'étais pas un spécialiste. C'est comme JFK, il y a plein de choses qu'on ne saura jamais sur cette histoire, mais en même temps, ça a créé à l'époque ce qu'on appelle une satanique panique à Hollywood, et comme tu disais, ça a été la fin avec un petit peu le concert d'Altamont des Stones. Ce type s'est fait poignarder, c'était la fin d'une ère. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, enfin, le fameux truc, c'est que il y a des gens qui comprennent pas bien, parce que c'est un peu mis dans le film de Tarantino, c'est-à-dire que, en gros, Charles Manson écrivait des chansons. J'ai compris Charles Bronson. Charles Manson écrivait des chansons et la maison de Cielo Drive était occupée par un gars qui s'appelait Terry Melcher, qui était, je crois, le fils de Doris Day. C'est ça. Et il voulait lui envoyer l'autre qui lui avait fait miroiter qu'il allait lui publier, enfin lui faire enregistrer un disque. Tu as écouté les chansons de Manson ? Non. Moi, je les ai écoutées sur YouTube et il a autant de talent que Hitler comme peintre. Ouais. Mais l'autre, on dit qu'il se serait vengé parce qu'il pensait que... Mais alors, il sait très bien, tu le vois dans le film, on voit très bien que Manson a conscience que Terry Melcher n'habite plus dans la maison, puisque quand il y va, il voit Jay Sebring et je crois qu'il a jamais vu Sharon Tate dans la vie. Hein, mais il savait. On dit que c'était aussi un deal de drogue qui s'est mal passé parce que apparemment Sharon Tate n'aurait pas payé, ou alors Jay Sebring n'aurait pas payé ses dealers. Non, ce qui se passe, c'est que tu as un des mecs qui ont été tués avec Sharon Tate, qui est un Polonais, qui est un type qui s'appelait Witold Frisowski, qui était en fait un ami de Jerzy Kosinski, et de Polanski, romancier. Gros fumeur de hashish. Un ami de Jerzy Kosinski qui a joué dans un court-métrage polonais de Polanski et qui était un gars qui était visiblement très impliqué dans les trafics de drogue. Mais il paraît que Jay Sebring aussi, si tu veux, il y avait de la drogue partout à l'époque, tu vois. Mais on disait que ça avait été une vengeance de trafiquants de drogue parce que l'autre n'avait pas payé ou des trucs comme ça. Tu te rappelles de Bobby Beausoleil aussi ? Ouais. Non, mais on disait qu'en fait Bobby Beausoleil, c'était donc un mec qui était un ami de Manson, et on disait en fait que Bobby Beausoleil était en prison. Et ils voulaient le faire sortir. Et en fait, ils avaient tué les gens comme ça parce que pour innocenter Bobby Beausoleil. Pour prouver à la police que Bobby Beausoleil n'était pas responsable des meurtres dont on le soupçonnait, parce qu'en commettant des meurtres comme Bobby Soleil avait lui-même commis, ça le déculpabilisait un petit peu. Sans parler de la théorie de Bugliosi sur le Helter Skelter, comme quoi Manson voulait faire une espèce d'apocalypse où les Africains-Américains prendraient le pouvoir et lui viendrait leur apprendre comment
l'idée, le chemin, après s'être évadé dans le désert, dans la vallée de la mort, Ce qui est marrant, avec c'est des dunes buggy. Moi, j'ai très peu parlé de ça avec Polanski. Manson Non, avec Polanski, parce qu'il n'en parle pas, mais je me T'as souviens. interviewé Manson, non? Et Polanski, en fait, il s'en fout quoi, de savoir si ça avait été terrible. Enfin, tu sens vraiment le mec, bon, ça fera pas revenir Sharon Tate. Mais il paraît qu'à la mort de Sharon Tate, il a commencé à faire sa propre enquête, Polanski. Ah oui, non, mais alors, ce qui était drôle par rapport à notre C'est ça, le sujet, c'est qu'il a soupçonné Bruce Lee. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une paire de lunettes qui avait été retrouvée sur place. Le jeu de la mort. Et des lunettes à double foyer, je crois. Et ils ont dit, en fait, c'est un des assassins qui a oublié ses lunettes. Et Bruce Lee avait ce genre de lunettes, si tu veux. Et à un moment, il s'est dit, putain... C'est mieux que le film de Tarantino, et si c'était Bruce Lee, donc il était devenu tellement parano qu'il s'était mis à soupçonner des amis. Par exemple, le mec qui s'appelait John Phillips, tu sais, là, le chanteur des Mamas, bien sûr, Mamas et Papas, il a été suspecté. Il est allé dans... Tarantino, Polanski est allé dans la bagnole de John Phillips pour essayer de voir s'il y avait du sang. C'est incroyable. Il s'est introduit c'est ça. Je sais qu'il a fait un véritable travail de détective. Il le raconte d'ailleurs dans ses mémoires. Il te dit qu'il était devenu tellement obsédé par cette histoire parce qu'il s'était dit, c'est quelqu'un que je connais. C'est-à-dire c'est des gens qui sont introduits chez moi parce qu'ils nous connaissaient. Alors qu'en fait, c'était complètement autre chose. Et à partir du moment où il s'est rendu compte en fait, que c'était pas lié à des gens qu'il connaissait, ils s'en foutaient complètement. Ça aurait pu être la famille Manson, comme ça pourrait être n'importe qui. De toute façon, il s'est dit, c'est la fatalité. Il n'avait pas voulu savoir. Il n'a jamais essayé d'aller voir Manson en prison pour savoir pourquoi il avait fait ça. Puis ça aurait servi à rien, à mon avis. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Once Upon a Time in Hollywood, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à tout jamais. Enfin, en tout cas, c'est un film, je trouve, même si moi j'ai beaucoup de critiques, c'est un film sur lequel on peut dire beaucoup de choses. C'est quand même pas... les films qui sortent aujourd'hui, il faut quand même bien voir, les films américains, c'est rare qu'on puisse avoir autant de sujets de discussion à partir d'un même film, parce que c'est quand même un film assez passionnant. Moi, même, je trouve qu'il aurait pu être bien riche, mieux. Je trouve quand même qu'on n'en voit pas non plus comme ça tous les jours. Enfin, ça me passionne plus, même s'il est plein de défauts. Pour moi, il me passionne bien plus que certains autres films de Tarantino, comme Django Unchained, tu vois, où DiCaprio faisait le méchant déjà. Ou Inglourious Bastards. Même si en eux-mêmes, je les trouve peut-être plus ronds et plus... Il y a toujours souvent 40 minutes de trop, parce que je me rappelle que Django Unchained, le film mourait avec Christophe Waltz, qui avait le plus beau rôle d'ailleurs. Bien, merci mes cinébuddies pour ce trip dans le Hollywood des années 70, revu et corrigé par Quentin Tarantino. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Philippe Sedbon. Mao. Mao. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui fait la fête comme si on était en 1969. Et maintenant... When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I go when I go for a ride.